Alors, apprendre à lire à des enfants, c'est leur apprendre à regarder une langue qu'ils connaissent à l'oral, mais de la regarder différemment depuis qu'elle est passée à l'écrit. Par exemple, sur un écrit, on peut avoir dans un documentaire des pages qui sont organisées de cette façon. On voit qu'ici la page est polygraphique, elle a des informations qui sont organisées de telle façon qu'on ne peut pas lire de gauche à droite et de bas en haut. L'œil est obligé de sélectionner les informations, de les assembler et de les interpréter. Si on regarde un livre de poésie, certains livres de poésie sont organisés de manière à faire des jeux graphiques et le sens du texte va provenir de l'association des lettres, des mots, de la typographie, des couleurs, etc. Si on prend une bande dessinée, la bande dessinée ne va pas être organisée de la même façon qu'un roman. Donc la première chose qu'il faut faire avec les enfants, c'est de dire que la langue écrite, elle a un fonctionnement qui lui est propre et qu'il faut prendre en compte de telle façon. Donc pour ça, on a commencé avec les enfants et c'est agréable de faire ça pas loin de Byblos et de cette région où on a inventé l'écriture, de partir du temps où on a commencé à écrire sur des tablettes d'argile, puis sur des papyrus, puis sur des rouleaux, rotulus ou des volumens qu'on tenait avec les deux mains. Tenir ces rouleaux à deux mains pour lire ce qu'il y avait dessus était très compliqué, on ne pouvait pas revenir en arrière, c'était pas pratique, etc. Et donc on a expliqué aux enfants que ces rouleaux, petit à petit, ont été coupés, sectionnés. Ici, c'est un objet qui vient de Mongolie, qu'on tenait, qu'on mettait sur les flancs des chevaux au moment de voyager. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce morceau de tissu? Le rouleau de tout à l'heure. Mais ce rouleau a été découpé. Il a été découpé en bandes et la lecture est devenue plus facile puisqu'on pouvait sauter quelques feuillets, revenir en avant, on avait un confort de lecture qui était plus intéressant. Mais deuxièmement, Jacques Goudy, qui est un chercheur anglais, a montré qu'à partir du moment où l'écrit est passé sur une page rectangulaire, les processus intellectuels n'ont pas été les mêmes. Autrement dit, je ne lis pas le rouleau où la langue est linéaire comme à l'oral, comme je lis l'écrit qui a été mis sur un espace coupé. Tout d'un coup, le sens est séquencé. Il est coupé en unités de sens et l'œil va commencer à regarder pas seulement des mots, mais à regarder des pages. Donc on a travaillé avec les enseignants sur ces choses que l'on peut retrouver, par exemple, dans beaucoup de livres qui existent en accordéon. Celui-ci est de Vajda Labbater, raconte le petit chaperon rouge avec des pictogrammes. On voit ici qu'on a le rouleau primitif, mais que le rouleau a les marques de la pliure qui va devenir bientôt le destin de l'écriture, de la page, etc. On a donc regardé d'autres textes jusqu'à arriver au moment où on n'a pas simplement plié le rouleau, coupé le rouleau, mais on s'est mis à agrafer les éléments. Ici, ils sont cousus, ils peuvent être agrafés, ils peuvent être collés. Ici, ça représente des chapitres d'un même livre. Ce même livre, quand on met tous ces chapitres ensemble, forme ce qu'on appelle le codex, c'est-à-dire les pages attachées l'une à l'autre. À partir de là, l'œil se déplace sur une page, une double page, mais déjà au moment où l'enfant lit cette page ou cette double page, son esprit est déjà ailleurs, il est déjà de l'autre côté de la page. On a donc travaillé sur l'inventivité des artistes aujourd'hui qui vont donc fabriquer des livres de ce genre-là, où on se rend compte qu'on est dans l'histoire du petit chaperon rouge ou l'histoire du petit poucet avec les petits cailloux blancs qui sont là. Mais quand on regarde bien la double page, si les enfants sont habitués à regarder une double page et à ne pas regarder les mots les uns après les autres, on se rend compte qu'on a un fond bleu et tout d'un coup un morceau jaune, puis un fond jaune et tout d'un coup un petit morceau bleu et ainsi de suite.
Et ça, c'est la trace du rouleau qui a mal été découpé. C'est comme si le rouleau initial d'il y a plusieurs centaines d'années, ou milliers d'années, revenait dans ce livre-là, où l'auteur nous dit « Je vais vous raconter un conte ». Ce conte, on l'a raconté à l'oral, et quand on l'a mis à l'écrit, il a d'abord été mis sur des rouleaux, puis séquencé, puis dans des codex, et on en retrouve aujourd'hui la trace dans les livres qu'on lit. Donc apprendre à lire à des enfants, c'est leur apprendre à lire des supports. Pas simplement les mots qui sont sur ce support, mais de regarder en quoi le support est déjà un agent sémantique, c'est-à-dire en quoi le support apporte déjà du sens. On a la chance d'avoir une créativité très importante, et l'édition libanaise est aussi très, très créative. Et on va voir qu'il y a par exemple des tout petits livres comme ça pour les enfants, où on va raconter une comptine dans un sens, et puis quand la comptine va arriver à la moitié du livre, on va dire au tout petit, ça c'est pour les enfants de 2 ans et demi, que la comptine à l'endroit est terminée, qu'il faut fermer le livre, retourner le livre, et qu'à partir de ce moment-là, commence une autre histoire, la comptine à l'envers. Tout ça, c'est une manière d'aider les enfants à comprendre que l'objet livre va être organisé autour du sens, et que le livre lui-même, son organisation, va donner du sens aux enfants. Par exemple, on va avoir 2 livres ici qui se ressemblent beaucoup. Dans le premier livre, on va avoir la vie des nocturnes, c'est-à-dire les animaux qui vivent la nuit, eh bien, ils sont très actifs, tandis que les diurnes sont en train de dormir. Et dans le second livre, on va avoir les mêmes animaux, mais ceux qui étaient actifs la nuit dorment le jour, et ceux qui étaient endormis le jour se mettent à vivre la nuit. Les enfants commencent à comprendre que le sens qui est dans ce livre n'est valable que par rapport au sens qui est dans l'autre livre. C'est-à-dire que tout lecteur ne peut comprendre ce qu'il y a dans un livre que s'il fait intervenir des données qui ne sont pas dans le livre, qui sont dans sa tête, dans sa connaissance du monde, etc., et qu'il va projeter comme hypothèse pour mieux comprendre ce livre-là. Par exemple, avec des livres comme ça qui sont encore une fois pour les tout petits, mais qu'on peut travailler avec les plus grands, on va se rendre compte, faire la connaissance d'un ours. Les enfants vont rapidement voir, juste avec 3 points, qu'il s'agit d'un ours, ce qui fait appel à leur abstraction. Et puis plus on va tourner la page, plus on va se rendre compte qu'il y a des petites choses dans l'ours. Alors on va croire qu'il a du poil aux pattes, on va croire qu'il a des moustaches, on va croire qu'il a des sourcils. C'est des petites choses infimes qui sont sur sa tête, et puis tout d'un coup on va se rendre compte que pas du tout, il s'agit simplement d'une fourmi. Et cette fourmi, elle est en train d'escalader l'ours partout, et évidemment, au moment où elle va arriver dans la bouche de l'ours, elle va disparaître, elle ne va plus exister. Comment faire comprendre à des tout petits de 3 ans ce qui est en train de se passer là-dedans? C'est-à-dire que pour les faire entrer dans un univers, on est en train de construire quelque chose manuellement, eh bien, on a tout simplement imaginé un petit système, voilà, où on a redécoupé le livre, mettant ici les 3 points, les 2 yeux, le nez, le cache, pour montrer l'animal, et ensuite, sur un petit transparent, les enfants vont donc jouer sur ce livre-là pour faire dépasser la petite fourmi et montrer les poils. Ce livre est un livre d'Olivier Douzou, aux éditions du Rouergue, et il fonctionne donc sur cette petite mécanique qui va donner du pouvoir aux enfants, puisqu'ils vont pouvoir fabriquer eux-mêmes ce genre de livre. La préoccupation des enseignants, c'est de se dire quel support de lecture, quel livre, quel manuel, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je propose aux enfants pour qu'ils entrent dans cette langue écrite telle qu'on vient de la présenter aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui est organisé sur 1 page ou 2 pages, qui est organisé entre 2 livres, puisque les livres se répondent, c'est-à-dire quelque chose de complexe. Donc la première chose, c'est qu'il faut des livres complexes pour les enfants, des livres qui ne simplifient pas le monde, mais qui leur donnent plutôt à voir le monde dans sa complexité. On a donc beaucoup travaillé avec les grandes sections sur les documentaires, et des documentaires de grande qualité. Ici, c'est un documentaire de chez Gallimard, d'Owen Davey, Scarabée, où on voit que le monde et l'écriture et le sens n'est pas simplifié, n'est pas présenté mot à mot, mais qu'au contraire, les enfants ont accès
à quelque chose de fascinant, puisque c'est la science, et que c'est quelque chose qui les intéresse, ça aiguise la curiosité, mais qu'il va falloir qu'ils développent des compétences de haut niveau pour pouvoir entrer dans ces textes-là. Donc, les livres qu'on propose pour l'apprentissage de la lecture doivent être complexes. Deuxièmement, ces livres-là doivent permettre des relectures. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé de lire un texte, un bon texte, c'est un texte qui a intérêt à être relu. Et en le relisant, de trouver un certain nombre de choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Troisièmement, plus on va se mettre à lire et à relire les textes proposés aux enfants, plus les enfants vont découvrir des sens, si ce texte, encore une fois, est complexe, feuilleté de sens, etc. Et donc, petit à petit, les enfants vont découvrir le projet de l'auteur. C'est ainsi qu'on a lu énormément de poésie, et notamment les poésies de Robert Desnos, Chantefable, Chantefleur, qui ont été écrites pendant l'occupation française et qui sont des petits poèmes qui cachent les relations que les Français occupés avaient avec l'ennemi occupant. Mais pour ça, il faut que les enfants soient aidés. On n'entre pas dans la complexité comme ça. Et donc, si on ne leur mâche pas le travail en leur donnant d'abord des éléments très simples, puis de plus en plus complexes, mais si on les met face à la complexité immédiatement, il faut leur donner des aides. Ces aides, c'est des petites étiquettes, c'est des petites photocopies, c'est des bouts de texte qui sont séparés du contexte, c'est des choses qu'on va pouvoir surligner, annoter, etc., sur lesquelles apprendre à lire va consister à écrire tout au long du texte, tout autour du texte, pour pouvoir sortir les éléments qui font partie de la complexité de l'écriture. Et ces éléments, une fois qu'ils auront été sortis, par exemple des noms d'animaux, par exemple des déterminants, par exemple des adjectifs, par exemple des conjugaisons, on les sort tout autour du texte parce qu'on est en train de démonter le texte, on est en train de voir comment il fonctionne. Une fois que tout ce matériel a été sorti un peu n'importe comment, on va se remettre à le reclasser et on va sortir, une fois qu'on a sorti les éléments du texte, on va refaire entrer ces éléments dans le système de la langue. Les verbes ensemble, les adjectifs ensemble, les tournures ensemble, les lettres ensemble, etc. À partir de là, on décontextualise, on sort des éléments du texte, on recontextualise, on remet les éléments du texte dans la langue. On a fait ça autour de plusieurs livres, en poésie, en littérature et surtout en documentaire, puisqu'il a été montré que les enfants ne lisent pas suffisamment de littérature scientifique à l'école et que cela leur pose des problèmes plus tard. La compréhension en lecture, comprendre un texte, nécessite pour le lecteur de reconnaître les mots assez rapidement pour ne pas peiner, prendre du temps, annoncer, déchiffrer, ce qui fait que toutes ces opérations, si elles sont fastidieuses, le désintéressent du livre qu'il est en train de lire et même peuvent le dégoûter de la lecture. Une fois qu'on a travaillé sur le texte, ce qu'il voulait dire, comment il était organisé, une fois qu'on a sorti les mots du texte, qu'on les a rentrés dans le système de la langue, on va faire des ouvrages où on va s'intéresser aux mots, on va apprendre à découvrir les mots. Par exemple, tout à l'heure, on a travaillé sur les insectes, et bien on a commencé à décomposer pour des enfants de grande section le mot insecte. Combien de lettres dans insecte, quel type de lettres, combien de voyelles, combien de consonnes, à quoi il ressemble, par quoi il commence, par quoi il finit, qu'est-ce que le mot insecte peut donner, insectivore, insecticide par exemple. De savoir que insecte ça vient du latin insectus, mais du grec entomos, et que entomos a donné entomologie, entomologue. Voilà, c'est tout un travail autour des mots qui fait qu'on va travailler, pas sur tous les mots bien sûr, mais sur un certain nombre de mots pour apprendre à tellement bien les connaître qu'on les reconnaîtra aussi bien. Et ensuite, on va avoir affaire à des imagiers, c'est-à-dire des livres qui sont faits exactement et parfaitement pour retenir des mots. Ici, ce sont des imagiers sur tous les domaines. Par exemple, ici, c'est les animaux, mais on peut mettre aussi les vêtements que l'on va mettre dans la valise. Voilà, on est devant un lexique, ce qu'il y a dans le frigo, voilà, ce qu'on trouve dans les tiroirs. Et petit à petit, les mots vont rentrer dans les adjectifs, les verbes, les déterminants, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ils vont entrer dans des champs sémantiques. Et on va se rendre compte que ce travail que font les artistes, ici c'est Elisa Géin, un livre des fourmis rouges, qui s'appelle Dans le détail, on va se rendre compte que quand on va faire ses courses au marché, et qu'on achète des légumes, des fruits et des légumes, eh bien on va se rendre compte que ces fruits et ces légumes qui sont représentés dans ce livre
Dans certains magasins, on peut avoir des sacs d'emballage sur lesquels sont représentés des fruits et des légumes, et même sont écrits les noms des fruits et des légumes. Ce qui fait que tout d'un coup, pour un enfant qui commence à apprendre à lire, ce qui existe dans les livres fait référence à ce qui existe dans la vraie vie. Mais ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas tout à fait la même réalité, même si ça y réfère. D'où l'importance pour la toute petite section de maternelle, la moyenne section et la grande section, de faire un travail de recensement des écrits que les enfants utilisent tous les jours pour vivre. Alors on a organisé, appris à faire ce qu'on appelle des cahiers d'écrits. C'est un peu comme des herbiers quand on met des plantes dans des livres pour faire des herbiers. Là, avec des jeunes enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans, on colle, ce sont les enfants qui collent, les écrits qu'ils sont habitués à rencontrer dans leur vie. Par exemple, le sac dont on vient de parler tout à l'heure, et qui est le sac des fruits et légumes, mais peut-être quelque chose sur un aliment bio, peut-être quelque chose sur d'autres légumes, mais il y a d'autres écrits auxquels les enfants sont très attachés. C'est par exemple tout ce qui tourne autour de leur anniversaire. Dès qu'il y a un anniversaire, on va acheter une petite serviette où il y a écrit « Joyeux anniversaire », on va regarder la date sur un petit bout de calendrier, et puis on va avoir des cadeaux. Et ces cadeaux, on va recueillir les étiquettes, par exemple des t-shirts que l'on va avoir comme cadeau, pour les ranger à l'intérieur. Petit à petit, dans les classes, se constituent comme ça ce qu'on appelle des écritiers. C'est un mot qui est un petit peu barbare, sur lesquels on va rencontrer les écrits dans toutes les langues auxquelles les enfants sont habitués. Par exemple ici, c'est un jus de fruits qui est bu en Corée, donc on a les informations qui sont en coréen, et du coup nous on a pu trouver des recettes de compote de pommes en coréen, à côté desquelles on a collé des recettes de compote de pommes en français, et chaque enfant peut se constituer comme ça son imagier bilingue, trilingue, selon l'environnement linguistique dans lequel il est placé, et qui va commencer justement à pouvoir organiser les choses. Car pour pouvoir comparer des langues, et pour que ces langues s'imprègnent, il faut pouvoir les voir, il ne faut pas qu'elles s'échappent une fois qu'on les a dites, et donc il faut donc passer par l'écrit. La dernière étape dans ce qu'on est en train de présenter, elle est dernière dans la chronologie de cette présentation, mais elle est constante dans le travail qu'on fait avec les enfants, c'est qu'il faut produire de l'écrit en même temps qu'on essaye de lire de l'écrit. La production d'écrit, ce qu'on appelle généralement l'écriture, mais l'écriture créative, elle ne vient pas après le fait qu'on sache lire, mais au fur et à mesure. Donc, premièrement, on écrit beaucoup autour des textes, puisqu'on sort les mots, on annote, etc. Et puis deuxièmement, on apprend à faire des livres nous-mêmes. Par exemple, on fait beaucoup ce genre de choses. Alors ça, c'est un adulte qui l'a fait, parce qu'on n'a pas d'éléments faits par les enfants. C'est-à-dire qu'on leur fait plier. On travaille beaucoup sur le pliage de papier, parce qu'il faut que les enfants comprennent que l'écriture cache beaucoup plus de choses qu'elle n'en dit. Toute écriture est implicite, même l'écriture documentaire. Et en étant implicite, elle fait appel à l'explicite qui est dans la tête de chaque enfant. Par exemple, on va dessiner un tout petit ver de terre, ce qui n'est pas le cas dans ce que je vous montre. Et puis, quand on va ouvrir la page, on va avoir du blanc. Et pour relier la tête du ver de terre à la queue du ver de terre, on peut simplement faire un petit trait tout droit, mais on peut faire des tourbillons, etc. Et donc on voit qu'à partir d'un tout petit exemple comme le ver de terre, on peut développer les choses. Donc l'écriture peut avoir à faire ce genre de processus, voilà, ce genre de mouvement. Donc ici on a affaire à un papillon qui, le jour où il va s'ouvrir, va donner accès à un lion. Alors chez les tout petits, bien sûr, ça n'a pas cette qualité de dessin, mais ça en a beaucoup d'autres, où les enfants comprennent qu'à partir, par exemple, d'un petit arbre qu'on aura dessiné de ce côté-là, on peut ouvrir la page et dessiner à l'intérieur du tronc des animaux, des insectes qui vivent dans cet arbre, des ours, des écureuils, et imaginer toute une vie qui peut se passer dans les arbres. Ces petits carnets, on en a fait énormément. Ici, c'est un tout petit carnet qui vient de l'Institut du monde arabe à Paris, qui va raconter une histoire sur du papier doré, etc., que les enfants peuvent produire. Donc on peut faire des petits livres ordinaires, c'est-à-dire qui se lisent soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, mais on peut aussi retrouver le rouleau dont on parlait tout à l'heure
Et ici, par exemple, c'est pour la pollinisation de l'abeille et la germination de la plante d'abord, et ensuite la pollinisation de l'abeille. Ce genre de tout petits livres, on fait ça depuis que les enfants ont 3 ans, 4 ans, les font entrer en même temps qu'ils entrent dans la production d'écrits, ils entrent dans la manière d'appréhender les livres, et leur compréhension des livres est d'autant plus importante. Donc si on résume, la langue écrite, ce n'est pas la transcription de l'oral, ce n'est pas une langue qu'on a l'habitude d'entendre se dérouler dans un ordre plutôt chronologique, que l'on aurait posé sur un papier, en corrigeant, en enlevant les répétitions, en mettant des formes un peu plus correctes, etc. L'écrit, c'est une organisation de la pensée sur une page. Cette organisation, elle se fait grâce à la mise en page, grâce à la typographie, grâce aux couleurs qu'on va utiliser, grâce aux séparations des informations, etc. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a regardé avec les enfants comment fonctionnent les livres que l'on est en train de lire, et pour que ça soit rentable, il faut bien sûr leur proposer les livres qu'on vient de montrer, des livres qui sont organisés différemment. Il faut que les enfants apprennent à les démonter, il faut qu'ils apprennent à les remonter, et à partir de là, il faut qu'ils apprennent à en produire pour créer des effets eux-mêmes, soit pour apprendre des choses aux autres, soit pour procurer des émotions aux autres, etc. Dès qu'on est devant cette complexité et qu'on garde cette complexité, si on apporte des aides, des étiquettes, des surligneurs, des affiches, des extraits, des choses comme ça, les enfants apprennent à démonter les textes, sortir les mots des textes, ils apprennent à analyser les mots, regarder comment ils sont faits, regarder comment ils dérivent, c'est-à-dire qu'avec un mot, je peux en faire 5 ou 6 de la même famille, etc. Et du coup, les enfants se mettent à produire de l'écrit, et quand ils produisent de l'écrit, ils ne écrivent pas une histoire linéaire de gauche à droite, ils commencent à faire des mises en page, des organisations, etc. Il fallait donc qu'on voit avec les enseignants 3 types d'écriture. Donc on a travaillé sur 3 types d'écriture. La première, c'est la lecture littéraire, la deuxième, c'est la lecture documentaire, et le troisième type de l'écriture, c'est la lecture poétique. Sur la lecture littéraire, c'est assez simple, tout le monde connaît ces choses-là maintenant, plus ou moins. La lecture littéraire, c'est une histoire, on raconte une histoire. Mais ce qui va compter, ce n'est pas simplement l'histoire, c'est la manière dont on va raconter cette histoire. C'est-à-dire que je peux la raconter en étant très en colère, je peux raconter la même histoire en étant très joyeux, je peux raconter une histoire en étant scandalisé, etc. On pense à Exercice de style de Raymond Queneau, qui a pu écrire la même histoire de 101 façons différentes. La littérature, elle ne dit pas tout, on l'a dit tout à l'heure. Les textes littéraires sont lacunaires, il y a des trous. Et c'est bien parce qu'il y a des trous que du coup, chaque enfant va pouvoir, chaque lecteur va pouvoir remplir ces trous avec sa propre expérience, avec sa propre émotivité et avec ses propres désirs. Le troisième point, c'est que n'importe quel livre que l'on peut lire, il est relié à d'autres livres. Il peut faire penser à un conte, il peut faire penser à un livre documentaire, etc. On a vu par exemple tout à l'heure que dans les insectes, les enfants confondaient les abeilles et les araignées. Ils mettent souvent les araignées dans les insectes parce qu'en fait c'est des petites bêtes. Eh bien on voit que des auteurs, ici c'est Anne Crozat aux éditions Mémo, qui va avec ce livre Abeilles et Pères organiser la rencontre et la discussion entre une abeille et une araignée. L'abeille disant à l'araignée mais tu travailles toujours toute seule, tandis que l'abeille elle travaille en collectivité, et à partir de là, de ce fonctionnement, on va avoir une sorte de documentaire sur les abeilles et sur les araignées. C'est pas du tout pareil que si on prend ce genre de livre, qui est un livre scientifique sur les insectes, et où les données qui sont présentées sont des données objectives, où les implicites ne sont pas aussi grands que dans les livres littéraires. Mais comme on a affaire à des auteurs qui sont ingénieux, tout d'un coup nous arrive un livre comme ça sur des insectes, où on va retrouver quelque chose qu'on avait reconnu dans le documentaire, à savoir un petit trait qui est relié au dessin. Sauf que ce petit trait qui est relié au dessin, c'est pas du tout une légende. C'est le petit trait qui dit que c'est le personnage qui est en train de dire cette parole-là. Donc on voit qu'avec des jeunes enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans,
c'est toujours le doute, la perplexité devant laquelle on est. La page, c'est un ensemble de signes qu'il faut apprendre à analyser, associer certains signes et les interpréter, qu'on soit dans la littérature, dans les documentaires ou dans la poésie. On a bien sûr travaillé sur la poésie franco-arabe avec les éditions du Port à Jomy, où on a ici des livres qui sont illustrés par des peintres célèbres et qui vont mettre un texte en français, un texte en arabe, qui vont donc se tourner de gauche à droite et dans lesquels les enfants vont faire d'autres hypothèses. Et dans tous ces livres-là, on a donc énormément avec les enseignants, essayer de mettre en place des protocoles d'analyse et surtout des protocoles de production avec des lanceurs pour que les enfants ne soient pas en panne, parce qu'il y a souvent des enfants qui sont en panne de production. Peut-être deux choses pour terminer. L'ensemble de la production écrite est organisé autour de, on va dire, de sens qui ne sont pas toujours très très nets. Et c'est intéressant parce que la vie c'est comme ça, la vie est organisée autour de mystères, de flou, etc. Et donc on va travailler dès la toute petite enfance avec des histoires qui sont très simples, comme par exemple ici ce petit livre sur les bébés chouettes, où on voit trois petites chouettes qui ont peur la nuit parce que leur maman est partie chercher à manger et qu'il y a des bruits, il y a un certain nombre de choses qu'elles ne savent pas encore voler, etc. Et on voit toute leur angoisse monter, etc. jusqu'au moment où leur maman entre. Pour certains enfants, ce livre-là, qui est un livre plutôt on va dire sensible, mais qui est quand même une sensibilité qui est greffée sur du réalisme. Le nid de la chouette est vraiment fait avec des plumes, avec des écorces de bois, avec de la paille, etc. Comme dans les vrais nids des chouettes, les chouettes vont bien chasser la nuit, etc. On voit bien que certains enfants transposent ça dans leur propre réalité, c'est-à-dire le travail des mamans, quand des mamans vont travailler la nuit pour aller faire des ménages, par exemple, ou parce qu'elles ont un travail de nuit, qu'elles soient pilote d'avion ou autre chose, et l'angoisse et peut-être l'inquiétude des jeunes enfants au moment de s'endormir. Donc ça, c'est la première chose qu'on va essayer de faire avec les enfants. Et puis, parce qu'on dispose de livres qui ont été édités il y a 10 ans ou 15 ans, etc., et qu'il est important dans les fonds des bibliothèques de garder des vieux livres, parce que notre regard aujourd'hui n'est pas le même regard qu'il y a 15 ans. Par exemple, quand on a travaillé sur les insectes, on voit que dans les livres qui ont été produits il y a 10 ans ou 15 ans, il n'était pas question, en tous les cas moins question, de la protection des insectes, comme il peut être aujourd'hui question de la protection des insectes, parce qu'on sait qu'ils sont en voie de disparition, parce qu'on sait que la disparition des insectes entraîne la disparition des oiseaux, etc. Eh bien, on voit que les documentaires aujourd'hui sur les insectes vont insister sur la nécessité de protéger ces insectes pour protéger notre vie. Voilà, c'est donc un tour d'horizon qui est un petit peu rapide et peut-être confus, je m'en excuse, mais l'idée était de montrer que dès qu'un enfant arrive au monde, il est plongé immédiatement dans la complexité. Tout ce qu'il voit autour de lui est nouveau, tout est complexe, tout est sujet d'analyse, d'interprétation. Et bien quand on va rentrer dans un autre univers, nous parlons de l'univers des livres, mais on pourrait dire la même chose de l'univers des mathématiques, ou on pourrait dire la même chose de l'univers de l'art, ou d'autres univers. La question, c'est pas de simplifier les choses pour qu'elles deviennent de plus en plus compliquées pour les enfants, mais plutôt de les aider à affronter la complexité, et surtout de les rendre responsables du devenir du monde, puisque à travers le thème des insectes, mais aussi nous avons travaillé sur les émotions avec les enfants du cours préparatoire, comment gérer ces émotions, comment vivre ensemble. Nous avons aussi travaillé sur les animaux, les bestiaires, comment les animaux représentent les hommes, la vie en société. Nous avons travaillé sur la production d'écrits, nous avons travaillé sur la poésie. L'idée, c'est que les enfants s'approprient un langage qui est l'écrit, qui a énormément de facettes et pas simplement un langage linéaire de gauche à droite, et qu'à partir de la maîtrise de ce langage, ils puissent être acteurs de la société dans laquelle ils vivent.